Merci Christian. J'espère que vous m'entendez correctement. L'avantage, c'est que je suis la dernière, donc je vais essayer de ne pas vous retenir trop longtemps parce que j'ai bien conscience qu'on est très en retard. Donc je suis Roselyne Favrez, je travaille pour Eurordis, donc vous avez entendu déjà Jessie Dubiff. Nous sommes la fédération des associations maladies rares en Europe. On fédère plus de 1000 organisations en Europe. D'ailleurs, c'est plus large en fait que l'Europe elle-même. C'est vraiment 74 pays que nous représentons. Et vous voyez deux noms sur cette slide parce que je ne suis pas la représentante d'Eurordis sur les questions de dépistage néonatal. C'est Gulçin Gümüş, qui est ma collègue, qui parle un certain nombre de langues, mais pas le français, et qui a eu la gentillesse de préparer ces slides que j'ai traduites en français. En termes de stratégie, donc, comme vous pouvez le voir, et comme vous le savez peut-être, Eurordis est impliqué sur un certain nombre d'actions qui vont vraiment de la recherche à des stades précliniques très amont jusqu'aux politiques sociales, avec un axe très fort sur le diagnostic, notamment pour aussi compléter ce qui a été dit ce matin. On a fait, il y a 2 ans, une autre enquête sur le diagnostic, pas exclusivement sur le dépistage néonatal. Il y a eu 2 enquêtes en fait, qui ont eu lieu à peu près de manière concomitante. Et cette enquête de diagnostic a démontré que l'errance diagnostique a assez peu progressé positivement. Elle est à peu près similaire en fait, à ce qu'elle était auparavant. Donc on ne sort pas en fait, de cette errance diagnostique avant l'arrivée en centre d'expertise. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes notamment impliqués sur le dépistage néonatal à l'échelle européenne, pour les raisons qui sont mentionnées, qui sont à peu près similaires à toutes celles que vous avez entendues ce matin. D'abord parce que, pourquoi en tant que structure européenne on est impliqué sur cette question? Parce qu'un grand nombre des maladies qui sont dépistées à la naissance sont des maladies rares, donc c'est absolument logique qu'on soit impliqué. Parce qu'une intervention précoce peut avoir un impact majeur sur la qualité de vie et sur les projets des patients, de leur famille. Je veux juste mentionner en fait que comme on est une structure européenne aussi, on a une approche en fait du dépistage néonatal qui est sans doute un petit peu différente du dépistage néonatal à l'échelle strictement française, où l'intérêt de l'enfant est absolument primaire, premier essentiel. Il l'est aussi dans les autres pays, mais il y a des pays aussi qui intègrent davantage l'impact sur la famille, l'impact sur la société. Donc vous verrez en fait que c'est retranscrit en fait dans ma présentation. La raison pour laquelle on est impliqué aussi, c'est qu'il n'y a absolument aucun consensus ni égalité d'accès sur la disponibilité des programmes de dépistage néonatal en Europe. Il y a un certain nombre d'études qui ont eu lieu récemment dans les 5 à 6 dernières années, qui ont sans doute aussi été stimulées par ce qui s'est passé dans la SMA. La dernière, en fait, que vous n'arrivez certainement pas à lire, qui est une étude en fait qui a été réactualisée, c'est le tableau en fait avec les petits points de couleur. C'est une étude qui a été réactualisée en février 2024 et qui démontre en fait la diversité des maladies, des gènes qui sont dépistés en fonction des pays européens, avec l'Italie qui est effectivement, comme ça a été mentionné ce matin, le très bon élève, puisqu'il y a même jusqu'à 60 gènes qui sont intégrés dans le dépistage néonatal en prenant en compte les pilotes. Ce qui est manifeste, donc ce qui ressort de ces différentes études et cette forte hétérogénéité, s'il y a un besoin de processus qui soit plus efficace dans l'expansion du dépistage néonatal, il y a aussi un fort besoin de collaboration et de coordination. Je pense que la journée d'aujourd'hui est aussi tout à fait significative et démontre en fait cette volonté de collaboration avec toutes les parties prenantes. Ce que je voulais mettre aussi en exergue, c'est que malgré tout, il y a une tendance qui est tout de même positive. Entre mars 2021 et janvier 2024, 90% des programmes qui sont listés, donc il y a 32 programmes qui ont été étudiés, qui ont été analysés. Il y a une ouverture en fait sur 10% de ces programmes pour intégrer en moyenne 4 nouvelles maladies au dépistage néonatal. Donc il y a des projets qui sont en pilote, donc des pilotes de recherche qui ont vocation à être transcrits assez rapidement en politique de santé, mais qui sont... on est à cheval en fait entre ces deux approches, ce qui a été démontré aussi avec Dépismar. Il y a des politiques de santé, puis il y a des programmes qui sont pilotes et qui sont accessibles que dans une région ou que dans un pays, ou que dans une structure géographique plus petite que l'échelle du pays.
qu'est-ce qu'on fait concrètement chez Aurore 10 pour avancer collectivement sur le dépistage néonatal? Donc en anglais, ça se dit Newborn Screening, NBAS. Vous verrez peut-être l'acronyme, j'espère que je ne l'ai pas trop laissé, mais peut-être il peut apparaître dans certaines des diapositives. Donc en 2019-2020, Aurore 10 a créé un groupe de réflexion, un groupe de travail pour s'atteler à ces différentes questions et avoir un début de réponse à l'échelle européenne. Notamment, ça s'est traduit en fait par la définition de principes pour le dépistage néonatal. Donc ce ne sont pas des critères de sélection, ce sont des principes pour le dépistage néonatal, notamment des principes pour le stockage des données, des principes pour la gouvernance de ces programmes et de ces futurs programmes de dépistage néonatal, des méthodologies d'implication aussi des patients, des parents, des familles. Et aujourd'hui, on a un groupe structuré avec plus d'une trentaine de membres qui représentent 17 pays et qui se réunit tous les 2 mois pour discuter des évolutions, des problématiques, des questions éthiques, sociales, le type de discussion qu'on a aujourd'hui et qui aussi a pour objectif de pousser politiquement pour qu'il y ait une action concertée à l'échelle européenne pour qu'on puisse avoir les équivalents de la HAS et des autres structures de santé qui valident en fait ces futures politiques de santé. Donc les 11 principes pour le dépistage néonatal, j'étais persuadée qu'ils existaient en français. Ils n'existent pas en français, donc je suis à votre disposition si vous voulez en fait les traduire avec nous. La raison pour laquelle on ne va pas les traduire seuls et pour laquelle on ne les a pas traduits seuls non plus pour les autres maladies, c'est qu'on a besoin en fait d'un consensus et d'un processus de traduction et de retraduction pour être sûr qu'on est absolument similaire à la version anglaise. Mais je pense que ça pourrait être bien aussi pour les activités de plaidoyer et de discussion avec les institutions, que vous les ayez disponibles en français. C'est pas très long à traduire, donc venez me voir. Je suis en attente de volontaires pour cette traduction. Je voulais parler aussi rapidement d'un programme de recherche dont vous avez déjà entendu parler ce matin. Donc, c'est un programme de recherche, c'est pas un programme de santé publique. Et c'est un programme de recherche qui est notamment sur le dépistage néonatal. Pas exclusivement, puisque dans le projet Screen for Care, il y a aussi tout un axe en fait qui est sur l'intelligence artificielle, les outils digitaux pour améliorer, accélérer le diagnostic, réduire cette errance diagnostique. On est à peu près à mi-parcours pour ce projet qui dure 5 ans, qui est un projet qui est développé sur des fonds publics, mais aussi avec une forte participation des industries de santé. Il y a un certain nombre de représentants de l'industrie pharmaceutique qui sont présents aujourd'hui. Je pense que c'est aussi un signal important qui démontre que c'est dans une approche collaborative, qu'évidemment les associations de patients poussent énormément, sont très motrices, mais qu'on va aussi arriver à des solutions avec toutes les parties prenantes. Dans le cadre de ce projet, on est impliqué dans le cadre de l'enquête que Jessie Dubiff vous a présentée ce matin. On est aussi impliqué parce qu'on a mis en place un forum, donc avec les industriels de santé qui sont présents dans ce projet, avec des représentants de patients, pour discuter de ce qui se fait dans ce projet et aussi être sûr qu'on est en adéquation avec les besoins des patients. Et on a aussi, et ce dont je vais parler puisque je n'aurai pas le temps de tout détailler, mais je veux parler plus spécifiquement de ce qu'on a fait dans l'élaboration d'une liste de gènes. Donc j'ai mis gènes maladies parce que vous avez compris en fait que la liste est une liste de gènes mais qui sont liés à des maladies qui peuvent faire l'objet d'une action. Dans le projet, en fait, il y a eu un choix qui a été fait pour avoir 2 panels de gènes, des gènes qui soient traitables et des gènes qui soient actionnables. On a passé énormément de temps à définir ce qui était traitable, ce qui était actionnable. Je vais aller assez rapidement à notre méthodologie. On s'est fondé en fait sur une revue de la littérature extensive, sur aussi l'existence de notre groupe de travail chez Aurore 10 et ce qui avait été démontré. On s'est fondé aussi sur ce qui existait dans les différents pays. On s'est fondé sur les premiers résultats de l'enquête et on s'est fondé aussi sur les réunions qu'on a eues dans le cadre de Screen for Care avec ces différents acteurs pour définir un certain nombre de critères d'actionnabilité et pour choisir les jeunes. Domaine d'actionnabilité, encore une fois, je rappelle que nous sommes une structure européenne. C'est un projet européen, donc les domaines d'actionnabilité sont peut-être un tout petit peu différents, ou en tout cas pas tout à fait similaires à ceux qui peuvent être définis à l'échelle nationale. Je pense qu'il y a un alignement qui est quand même très fort, mais je rappelle que c'est quand même un consensus européen aussi qu'on a développé dans le cadre de ce projet.
Donc les domaines d'actionnabilité, un groupe de maladies pouvant faire l'objet d'une action. Et quand on parle d'action, c'est vraiment action pour prévenir, retarder ou réduire les symptômes de l'état de santé. Donc c'est une version très large, très holistique des interventions. Importance pour les choix en matière de reproduction. Donc là, on inclut la famille au-delà de l'intérêt de l'enfant en fait dans ce domaine d'actionnabilité. Disponibilité du soutien, donc disponibilité du soutien en termes de suivi médical, disponibilité du soutien aussi en termes d'association. Je pense que ce sera avec ces nouveaux programmes et nouveaux projets, ce sera certainement un enjeu aussi de savoir comment, en tant qu'association de patients, collectivement, on soutient ces nouveaux enfants et nouveaux parents d'enfants diagnostiqués. Domaine d'actionnabilité aussi en lien avec la recherche et le développement. S'il y a des recherches à des stades avancés ou avec un développement clinique actif, on a considéré que c'était potentiellement un critère d'actionnabilité et d'inclusion dans cette liste de gènes. Et aussi cette idée de passeport pharmacogénétique, dans la mesure où il y a beaucoup de traitements qui arrivent et qui sont liés à une caractéristique génétique des patients. L'intérêt d'avoir un test précis tôt dans la vie pour pouvoir aussi avoir le meilleur traitement, le plus adapté. Je vais pas décrire cette diapositive parce qu'on est très en retard, mais je voulais juste mentionner que ce développement d'une liste de maladies actionnables a fait l'objet d'une recherche dans la littérature intensive et aussi d'une concertation très forte avec les différents acteurs du monde associatif, du monde clinique, des ERN, bien entendu, et des participants du projet Screen for Care. Tout ceci a abouti à l'élaboration d'une liste de conditions. Donc, on est passé de 144 nominations à 55 gènes qui sont intégrés dans cette liste. Il reste des étapes, en fait, la validation du panel de séquençage, l'évaluation éthique, puisque, comme je l'ai expliqué, il y a 2 panels dans ce projet. Donc, il y a un premier panel, en fait, sur les gènes, un panel traitable qui a déjà été validé sur le plan éthique dans certains pays. Il y a des pilotes qui vont avoir lieu en Italie, en Allemagne, en France. Donc pour la partie française, c'est l'équipe de Dijon. Et en Grèce. Et au total, c'est 20 000 enfants qui vont être intégrés dans ces panels. Donc c'est à la fois beaucoup et pas beaucoup quand on voit en fait, les pourcentages en fait, qui ont été mentionnés ce matin en termes d'occurrence des maladies intégrées dans ces panels. En termes d'implication des patients, si vous voulez aussi vous impliquer dans ce projet et vous impliquer par le biais en fait, de notre comité consultatif des patients, c'est la traduction de Patient Advisory Board. Donc il y a un groupe de patients en fait, qui conseille le projet Screen for Care. Donc il y a des représentants, notamment un représentant de la FM Téléthon qui est Alexandre Méja. Donc vous pouvez nous consulter ou consulter Alexandre directement pour aussi faire valoir votre point de vue. Et ce qu'on fait en ce moment, en fait, c'est qu'on travaille sur le matériel d'information et d'éducation qui va être donné aux parents quand ils vont devoir valider s'ils souhaitent participer au dépistage néonatal dans un contexte de recherche pour cette liste de pathologies traitables et actionnables, ou actionnables, puisqu'il y aura, en fait, comme à l'échelle française dans le périgynomède, l'option, en fait, de ne pas souscrire aux 2 listes. Je vais aller très rapidement sur les conclusions, parce que je pense qu'on a répété beaucoup de choses ce matin, mais donc c'est vraiment un effort collectif avec un dialogue nécessaire entre les patients, les parents, les décideurs politiques, les cliniciens, les développeurs et les concepteurs de traitement également. Et tout autre expert du dépistage néonatal. Je pense qu'il y a aussi des biologistes, des biochimistes et les autorités de santé. Il y a un certain nombre de façons d'être impliqué et de s'impliquer aussi dans ces projets de recherche. Je pense que l'avantage, c'est qu'en France, Périgynomède permet une implication dans un projet national. Ce n'est pas toujours possible parce qu'il n'y a pas forcément un projet national. Et voilà, ça me semble extrêmement bateau, mais de rappeler que le diagnostic précoce peut changer la vie des patients et le cours de la vie des patients. Merci pour votre attention.